Bonjour et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invitée est Véronique Fayet, présidente du Secours catholique. Bonjour Véronique Fayet. Bonjour. Vous êtes donc depuis 2014 à la tête de ce réseau aux 68 000 bénévoles, première femme nommée par l'épiscopat présidente du Secours catholique. Une responsabilité dans la logique de votre engagement politique et professionnel, puisque dès 1999, la centriste que vous êtes avait rejoint l'équipe municipale de Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux. 89. 89, j'ai dit 99, 89, effectivement. Alain Juppé qui arrive en 95. Et Alain Juppé lui succède en 1995 et vous devenez maire adjointe en charge de l'action sociale et de la lutte contre l'exclusion. Vous avez été également conseillère régionale d'Aquitaine et coprésidente du Conseil national des villes. Du souffle et de l'endurance, la passionnée de marche que vous êtes en a besoin pour mener ses engagements et ne pas céder à la résignation. Vous avez écrit cette année Révolution fraternelle comme un cri du cœur, ou plutôt comme un cri des pauvres, puisque c'est le sous-titre de ce petit livre. Vous serez successivement interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Alain Baron de Radio Notre-Dame, par Nathalie Birchem de La Croix et par Romain Mazneau de RCF. Et avant de passer en revue les questions d'actualité de la semaine, une question plus personnelle, Véronique Fayet, vous êtes donc première femme à la tête du Secours catholique. Le monde associatif est aussi un monde assez masculin. Si on regarde autour de vous les grandes organisations, ce sont plutôt des hommes qu'on voit à la tête de ces associations. Alors au moment où je suis arrivée, il y a eu plusieurs changements. Il y avait une femme à la tête de la CIMAD, il y avait une femme à la tête d'ATD Carmonde, peut-être un tout petit peu après moi. Il y a une femme maintenant à la tête du CCFD. Donc voilà, on voit que les choses bougent quand même et que ça devient un peu plus naturel de penser qu'une femme peut avoir les compétences pour présider une grosse association. Je crois que ça change. Une première question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. Bonjour madame. Bonjour. Alors il est impossible de ne pas parler de la crise des Gilets jaunes que notre pays a connue ces derniers mois. Quelle a été votre analyse, vous, de cette crise ? Alors on a été percutés de plein fouet, évidemment, à la fois par les personnes que l'on accueille, qui disaient souvent « je me sens gilet jaune », mais qui disaient aussi « non, les gilets jaunes, c'est pas moi, parce que c'est des gens qui travaillent, et moi je suis encore plus bas que ça ». Voilà, donc il y avait plusieurs types de paroles. Et puis on avait parmi nos bénévoles des gens qui sont très modestes, qui ont des petites retraites de 1 000 euros, 1 200 euros, et qui se sentaient assez proches, à la fois dérangés et assez proches. Donc très vite, on a senti que notre réseau, ils avaient envie de discuter, et ça discutait ferme dans les petites équipes locales. Et donc nous, on a lancé notre débat dans le grand débat, en se disant, eh bien, si nous ne le faisons pas, les pauvres n'auront pas leur place dans ce grand débat national. Mais ça a pris quelle forme, votre débat, à vous ? Alors, on a sollicité notre réseau. On a la chance d'avoir 73 délégations donc sur tout le territoire national, y compris Dom-Tom. Et on leur a proposé, c'était une proposition, c'était pas obligatoire, d'organiser des micro-débats dans les lieux d'accueil de jour, avec des personnes de la rue, dans une boutique solidaire, avec des gens qui fréquentent la boutique solidaire et les bénévoles. J'ai moi-même participé à une réunion à Saint-Vivien-du-Médoc, là bien loin de Bordeaux, dans le haut de la Gironde, dans une boutique solidaire. On avait un peu poussé les portants et les vêtements. Et on était 35, 40, pas plus. Donc des gens qui fréquentent la boutique, qui en ont besoin, des bénévoles, des salariés. Et on a eu un débat extrêmement fort et je pense extrêmement révélateur de tout ce qui s'est dit après dans les 200 débats qu'on a eus dans toute la France. Parce que vraiment, il y a eu un engouement pour ces débats. Et où on a entendu d'abord la colère des gens. La colère, la souffrance, la défiance, ça s'est sorti très fortement. Puis je pense qu'il fallait que ça sorte. Et après, des propositions très très concrètes qu'on a fait remonter. On a fait un rapport de qualité parce que les gens nous ont dit tout ce qu'on dit là, il faut que ça remonte. Donc c'est le titre de notre rapport qu'on a remis à tous les parlementaires sans exception, aux garants du grand débat bien évidemment, à un certain nombre de ministres, parce qu'il y avait des propositions intéressantes là-dedans. Qu'est-ce que ça révèle tout ça, des fractures de la société ? Vous le sentiez tout ça tout de même, ou vous avez découvert, vous avez été étonné de voir à quel point les gens ne se parlaient plus, ou alors au contraire à quel point les gens étaient divisés selon qu'on habite une grande métropole ou un centre-ville et à l'inverse un territoire urbain ou rural ? Oui, ça nous a redit des choses qu'on savait déjà mais qu'il fallait réentendre. Ça nous a redit d'abord que les gens veulent être écoutés. Écoutez-nous. Et au fond, c'est très intéressant parce que ça rejoint aussi
le cri des catholiques qui ont répondu à la grande enquête de la Croix, Réparons l'Église. Le chrétien de base aussi, il dit à l'Église institutionnelle, écoutez-nous. Donc les Français, ils nous disent, écoutez-nous. Ce qui m'a touchée et même attristée en tant qu'ancienne élue aussi, c'est la profonde défiance des gens modestes vis-à-vis des élus. Et ça touche bien évidemment les élus nationaux, les grands élus. Ils ne nous comprennent pas, ils connaissent pas notre vie, ils s'en mettent plein les poches, ils sont tous pourris, enfin des clichés extrêmement durs. Mais ça touche aussi les élus de proximité. Parfois, même le maire, on a du mal à lui faire confiance. Donc ça, comment vous expliquez ça ? Pourquoi ce discrédit des politiques ? Parce que c'est vrai que les politiques, je suis bien placée pour le savoir, parce que je l'ai été élue, je l'ai été pendant 25 ans, c'est compliqué d'entendre les plus fragiles. Même si on en a la volonté, et je pense que je l'avais, moi, quand j'étais élue, les plus fragiles, c'est compliqué de les entendre parce qu'ils ne viennent pas dans les lieux qui sont créés pour du débat public. Dans toute municipalité, vous avez des conseils de quartier, vous avez des instances de délibération, vous avez des conseils des sages, des conseils des jeunes. Enfin, il y a plein d'instances et les municipalités sont très, très imaginatives. Puis la loi oblige à certaines choses. Mais les plus fragiles, les plus pauvres, ne viennent pas là-dedans. Ils se disent, c'est pas pour moi, je ne serai pas entendu. Et c'est pour ça qu'on a fait ce grand débat. Parce que sinon, la parole des pauvres, elle n'est jamais entendue. Et ce que je dis dans le petit livre là, sur la Révolution fraternelle, c'est que justement, on est à un moment où, si on ne reconstruit pas la société avec ces personnes-là, à partir de leurs paroles et en les écoutant vraiment profondément, en leur faisant confiance, on va se planter. On va de nouveau avoir des politiques publiques qui ne répondront pas à leurs besoins. Et ils disent des choses assez simples et assez raisonnables quand on les écoute. Alors, un point local dans votre ville où vous avez été élu, c'est-à-dire à Bordeaux, il y a eu des scènes de violence assez inédites. Oui. Comment vous expliquez ça ? Alors, je ne sais pas, je crois qu'il y a beaucoup d'analyses possibles. Il y a le fait, effectivement, de ce décalage entre une métropole qui explose. Bordeaux est une ville qui explose sous l'effet de la politique d'Alain Juppé. Et tant mieux, je m'en réjouis, puis j'y ai participé. Mais là, ça va très loin parce que le prix des logements, par exemple, augmente énormément. Or, une ville qui se développe a besoin d'emplois, j'allais dire, modestes, dans les hôpitaux, dans l'hôtellerie. Voilà. Donc il y a une multitude de gens qui ont besoin de venir travailler à Bordeaux parce qu'il y a de plus en plus d'offres d'emploi et qui sont obligés d'aller habiter à 20, 30 ou 40 km. Et il y a actuellement, je pense aussi, du côté des élus de la métropole bordelaise, une volonté un peu de lever le pied avec la peur que la métropole devienne trop grosse. Donc voilà, donc tout ça fait flamber les prix, et donc c'est une des explications, c'est pas la seule, mais c'est une des explications. Bordeaux est devenue une ville très chère, où une aide-soignante, un pompier, une personne de service des hôtels ne peut pas se loger dans Bordeaux. Mais est-ce que c'est pas un échec, ça, de la politique des métropoles ? Il y a une grande polémique de savoir si les métropoles se sont faites au détriment du reste du pays, ou est-ce qu'au contraire, les métropoles sont des locomotives qui tirent le reste Oui, du alors pays. c'est un grand sujet. Là, moi, j'étais en charge à la métropole de Bordeaux du logement, précisément, et pendant 12 ans, on a vraiment essayé de mener un combat contre ce qu'on appelle l'étalement urbain, justement, pour éviter que, par cercle concentrique, les pauvres aillent de plus en plus loin, parce que c'est un phénomène de toutes les métropoles. Donc, en construisant du logement social à l'intérieur de la ville, au cœur de la ville, Alain Juppé a bien joué le jeu là-dessus, parce qu'on avait du retard à Bordeaux-Centre sur la question du logement social. Donc, on a eu vraiment la volonté, dans Bordeaux-Centre et toutes les communes, de recréer du logement social, mais pas assez. Et puis, le développement d'une métropole, c'est toujours complexe, il faut mener tous les sujets de front. Il y a le logement, mais il y a aussi la question très épineuse du transport. Et actuellement, il y a un peu une embolie du transport périurbain sur la zone de Bordeaux. Donc les élus se disent, il faut qu'on arrête de construire. Or, en fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Pour décongestionner, je pense, la rocade de Bordeaux, la périphérie de Bordeaux, il faudrait que les gens habitent et travaillent à Bordeaux pour n'avoir que des transports faits par les transports en commun. Et il y a un métro, un tramway qui est très développé. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une question très complexe, le développement des métropoles. Et la lutte contre l'étalement urbain, c'est pas nouveau, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, est un combat permanent. Mais je ne comprends pas, une ville ne peut pas non plus s'étendre indéfiniment. Il y a des limites physiques. Enfin, il y a des communes limitrophes, comment étendre une ville sans arrêt ? C'est pas possible.
Oh, mais sur une ville, sur une métropole ouais. comme Bordeaux, il y a encore beaucoup d'espaces libres. On avait un plan qui disait qu'on voulait avoir la moitié de la surface de la métropole de Bordeaux construite et la moitié en espace vert. Donc c'est magnifique de garder la moitié de la surface en espace vert. Il y a des vignes en plein cœur de la métropole de Bordeaux, il y a des grands châteaux de Bordeaux avec le tramway qui passe à proximité. Donc on a encore une métropole verte, mais sur les zones constructibles, il faut densifier. Et ça, dès qu'on dit densifier, tout le monde s'affole, parce que densifier, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire faire R+10, ça veut dire peut-être faire des petits immeubles de 4 étages, 3 étages, 5 étages, demi-étages, voilà. Or, il y a un peu le mythe du R+1, voilà, pour ne gêner personne. Donc ça, ce n'est pas compatible. Et une métropole comme la métropole de Rennes a bien compris qu'il fallait densifier les cœurs de villes, des villes de la métropole, avec des immeubles qui peuvent avoir 4, 5, 6 étages, mais du coup qui mettent tous les services à proximité pour, à côté, garder des espaces verts. C'est très faisable, mais ça demande une planification à moyen et long terme qui est assez compliquée quand l'élu est soumis aussi plutôt à des exigences de court terme, avec des échéances électorales qui arrivent. Voilà, donc c'est toujours un équilibre très très difficile. Vous avez été, vous-même, vous l'avez dit, responsable politique. Quel regard portez-vous sur nos institutions, sur le fonctionnement de la démocratie ? Pendant cette crise des Gilets jaunes, il a été beaucoup reproché à la démocratie représentative de ne plus fonctionner comme il faut. Et il y a une demande forte de démocratie directe, ou de démocratie où seraient plus impliqués les citoyens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre de l'ordre, ou en tout cas un peu de vie dans cette démocratie ? Moi, je suis très attaché à la démocratie représentative, qui tient la République, qui est la force de nos institutions, qui fonctionne quand même bien en France. On ne va pas se plaindre, on est quand même dans un pays de liberté. Voilà. Mais on voit en même temps qu'il y a un désamour et que la moitié des gens, au fond, ne votent plus. On l'a encore vu aux élections européennes. Grosso modo, il y a la moitié des gens inscrits sur les listes électorales, sans parler de tous ceux qui ne sont pas inscrits, qui ne votent pas. Donc il faut inventer un autre moyen, non pas à la place, mais à côté de cette démocratie représentative pour être vraiment à l'écoute des Français. Et en ce sens, le grand débat était une très bonne initiative. Je pense qu'il faudrait prolonger ce genre d'initiative en se donnant les moyens d'écouter tout le monde, comme on l'a fait nous, pour aller écouter des gens qui ne s'expriment jamais, parce qu'il y a tout un tas de gens qui sont sous les radars en fait, de la démocratie représentative, parce qu'ils ne votent pas, parce qu'ils ne sont pas dans les instances, et parce que quand on prend des mesures, ce n'est pas des gens qui vont s'organiser, ils ne sont pas dans les syndicats, ils sont nulle part. Donc toute cette partie de la population qui est très importante maintenant, qui est peut-être la moitié de la population qui est sous les radars, il faut se donner les moyens d'aller à leur rencontre d'une autre manière. Et nous, ce qu'on a vu dans le grand débat, moi, ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est que les gens ont le goût du politique. Donc des gens à qui on ne demande jamais leur avis, à qui on ne demande jamais rien, et qu'on considère comme des bons à rien parce qu'ils vivent du RSA, eh bien ils ont le goût du politique, ils ont des choses à dire, ils sont fiers de porter leurs idées, et ils sont fiers qu'on transmette leurs idées. Mais ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est la chaîne de transmission, qu'ils comprennent que ça a été remis à tous les députés, ça a été remis au Premier ministre, au Président de la République, et qu'on suit avec eux les retours. Voilà. Il faut que cette information circule et qu'on redonne aux gens le goût du politique au sens du débat public, parce qu'il y a une vraie fécondité. Il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que le grand débat, c'était très bien, les gens se sont exprimés, mais en même temps, pour l'instant, ça n'a pas donné des fruits très concrets. Alors il va falloir suivre, heure par heure et pendant un certain temps. Nous, on a eu deux bonnes nouvelles dans les annonces du président de la République. On a vu dans le grand débat qu'un problème très 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 important, c'est la difficulté d'accès aux services publics. Les gens nous disent, Saint-Vivien-du-Médoc, je suis loin de tout, donc la santé, mais aussi la poste, la banque, la CAF, tout ça c'est très loin de moi. Donc je ne peux y accéder que par Internet. À la caisse d'allocation familiale, tout se passe par Internet. Et Internet, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est pas possible. Il y a vraiment un handicap numérique extrêmement fort avec des gens qui n'y arrivent pas et qui disent aussi nos vies cabossées, et, blessées, etc. Elles ne rentrent pas dans les cases carrées de l'administration. Donc je voudrais juste avoir la touche qui me dit dites-moi votre vie
Voilà, on va voir comment vous êtes quand même dans les droits. Et donc, comme il n'y a pas cet accès possible en dehors du numérique, eh bien, il y a beaucoup de non-accès aux droits, non-recours. Les gens, ils décrochent, ils abandonnent. Donc, il y a 30% des gens qui devraient toucher le RSA et qui ne l'ont pas, qui ne le demandent même plus. Voilà. Donc, quand on dit que ce sont des profiteurs, il faudrait regarder aussi que 30%, non, préfèrent s'en passer. Il y a beaucoup de ruptures de droits avec la caisse d'allocation familiale. Quand vous avez un bug dans votre déclaration trimestrielle, les droits s'arrêtent, mais votre RSA s'arrête, mais aussi vos allocations familiales s'arrêtent, tout s'arrête. Donc vous pouvez vous trouver avec 0 € pendant 1, 2, 3 mois. Voilà. Donc l'annonce du président de la République faite sur des maisons de services au public dans chaque canton, c'est une très bonne nouvelle. Donc on va être vigilant pour que ça aille jusqu'au bout et que pour ces maisons offrent un service de qualité, c'est-à-dire avec des fonctionnaires qui soient polyvalents, qui disent pas « Ah non, Pôle emploi, je ne peux pas vous répondre. Ah non, la CAF, je ne sais pas. » Voilà, des gens qui soient polyvalents, un accueil suffisant, des heures d'ouverture suffisantes et peut-être, alors pourquoi pas en collaboration avec les associations, une aide à l'apprentissage du numérique de manière à ce que les gens deviennent de plus en plus autonomes. Mais ça, il faut accompagner, il faut aider. Il y a des associations comme Emmaüs Connect qui le font très bien. Nous, ça nous a un petit peu titillé pour qu'on s'y mette avec plus d'énergie. Voilà, donc voilà une bonne nouvelle. La maison de service au public, ça peut résoudre beaucoup de problèmes d'accès aux droits, de non-recours. Voilà, donc maintenant, il faut suivre dans le temps l'application. Voilà, et la deuxième bonne nouvelle ? Alors, la deuxième bonne nouvelle, ça concerne les retraites. Donc, nous, on a travaillé avec des personnes en précarité sur la question de la protection sociale depuis 3 ans, pour dire, au fond, cette protection sociale, aujourd'hui, elle n'est pas satisfaisante, elle est très complexe, on ne s'y retrouve pas, tellement complexe qu'il y a du non-recours, on démissionne, tellement complexe que ça suscite de la suspicion dans l'opinion publique, parce que les gens se disent « Oh là là, mais il y a des gens qui touchent plein de trucs, ils ont droit à plein de trucs, et moi j'ai le droit à rien. » Voilà. Donc ça suscite des clivages dans la société française, donc c'est malsain, parce que ça avait été conçu pour créer de la solidarité après-guerre, mais dans un monde de plein emploi. Donc on dit aujourd'hui, on n'est plus dans le plein emploi, loin de là. Donc il faut remettre à plat, clarifier, peut-être simplifier, peut-être qu'il y aurait in fine des économies à faire. Voilà. Mais ça, il faut le faire avec les gens. Donc on travaille depuis 2 ans avec des personnes en précarité qui nous disent, on veut être protégé, quand on a un pépin de santé, de chômage, de vieillesse, etc., on veut être protégé, mais on veut contribuer à la société. On ne veut plus qu'on nous dise « vous êtes des assistés », ça c'est plus possible. Et d'ailleurs, on contribue déjà. Parce que bien souvent, moi j'ai décidé de ne pas travailler, nous dit une femme, parce que mon mari travaille, donc il a un petit SMIC pour une famille de 4 enfants, donc ça veut dire qu'ils sont sous le seuil de pauvreté. Mais moi, je ne travaille pas parce qu'on a un enfant qui est handicapé, et donc je n'ai pas trouvé les bons lieux d'accueil, donc je suis à la maison. Ou je m'occupe d'une mère âgée. Tous ces aidants invisibles qui contribuent au bien commun de manière incroyable, quoi, à la fois humainement mais économiquement, ils ne sont pas reconnus. Et donc on a été rencontrer Jean-Paul Delevoye il n'y a pas très longtemps pour lui dire est-ce qu'on ne pourrait pas donner à ces aidants des points de retraite pour dire votre travail, votre non-travail salarié mais travail d'aidant est reconnu et ça vous donne droit à des points de retraite. Il a été ouvert à l'idée, ça a été annoncé par le président de la République. Alors, je n'aurais pas la prétention de dire que c'est que le Secours catholique, mais je pense que c'était une idée qui était dans l'air, mais qui est très importante, parce que des gens, et pas que des pauvres, des milliers de gens vont voir leur travail d'aidant reconnu comme une contribution importante au bien commun. Voilà. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Donc il faut savoir se réjouir des bonnes nouvelles, même s'il y a des choses qui sont très compliquées. On en parlera peut-être plus tard. Une dernière question d'Alain Baron. On sait que le Secours catholique est une grosse association. Est-ce que vous avez souffert des réformes fiscales de l'an dernier qui ont frappé pas mal d'associations qui sont peut-être plus petites et plus vulnérables que vous, peut-être ? Oui, nous, comme on est gros, on a beaucoup souffert. Non, alors on a souffert de la suppression de l'ISF, bien évidemment. Ça concernait la Fondation Caritas France, qui est une fondation du Secours catholique. Donc on a perdu la moitié de nos dons, c'est clair. Oui, la moitié, donc ça a été très, très sévère. Et puis il y a eu en plus l'incertitude du prélèvement à la source, l'IFI. Donc effectivement, on a vu nos dons ordinaires baisser aussi. Mais là, alors c'est peut-être pas que la question fiscale, c'est aussi une tendance lourde. On voit pour ce début d'année que ça repart plutôt dans le bon sens. Donc on est un petit peu rassuré. Mais effectivement, l'ISF a été un coup dur pour beaucoup d'associations, dont la nôtre. Merci Alain Baron. Nous marquons une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Nous nous retrouvons dans un court instant avec notre invitée Véronique Fayet. À tout de suite.
Retour sur le plateau de KTO pour cette deuxième partie de Face aux chrétiens avec notre invitée Véronique Fayet, présidente du Secours catholique. Elle est interrogée par Nathalie Birchem de la Croix. Bonjour Véronique Fayet. Bonjour. Alors, il y a maintenant plus de 8 mois, le président de la République a annoncé un grand plan pauvreté avec une particularité, il était tourné vers la prévention, vers l'enfance, vers la non-reproduction de cette pauvreté. C'était une bonne chose, vous l'aviez accueilli dans la démarche assez favorablement à l'époque. Et maintenant, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors oui, on a accueilli favorablement la démarche, d'autant plus qu'on a été associé à la concertation. Il y a eu quand même une concertation. Trop courte à notre idée, et surtout que justement ce temps assez court, c'était entre janvier et 15 mars à peu près, n'a pas permis d'associer vraiment les personnes en précarité. Parce que quand on veut associer des personnes en précarité, il faut un peu plus de temps, il faut des méthodes de travail un peu différentes, voilà. Donc ça a été quand même un des regrets, mais on a rendu notre copie comme il fallait, puisque je co-présidais un des groupes, là, le 15 mars, et la stratégie n'est sortie qu'en septembre, donc on aurait eu le temps, voilà, donc double regret. Les annonces ont été intéressante, et le discours du président de la République au mois de septembre, je ne sais pas si vous vous en souvenez, était très séduisant, puisqu'il disait quasi textuellement, je vous dis ça de mémoire, mais les pauvres n'ont pas choisi la situation dans laquelle ils vivent, ils ont beaucoup à nous apprendre, souvent ce sont eux qui ont la solution, enfin voilà, des choses très intéressantes. Je dis bon, très bien, on va pouvoir construire en prenant en compte la parole, l'expérience des personnes les plus pauvres, tant mieux. Voilà. Depuis, bon, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, d'abord, cette stratégie pauvreté, voilà, elle a de multiples mesures, donc c'est un peu compliqué à suivre, et pour que ça porte des fruits sur les familles, il faudra un petit peu de temps. Et beaucoup de choses dépendent des collectivités locales en matière sociale. Ce sont les départements qui ont la main ou les communes. Donc là, le délégué interministériel a pris beaucoup de temps, et je pense qu'il a bien fait son travail, mais du coup, on ne voit pas encore les fruits, pour aller voir les départements un par un, pour signer avec eux un contrat qui porte sur les sujets de prévention, par exemple sur l'aide sociale à l'enfance. La grande idée de Madame Buzyn, c'était que les jeunes ne puissent plus sortir de l'aide sociale à l'enfance, qu'on appelait autrefois la DAS, des enfants qui étaient placés à 18 ans en sortie sèche, c'est-à-dire qu'à 18 ans, très souvent, on disait aux gamins, t'as 18 ans, tu vis ta vie, au revoir et merci. Donc, en fait, on en retrouvait une bonne moitié à la rue, parce que c'était des gamins complètement paumés. Donc là, il y a un désir de contractualisation pour que les départements continuent à accompagner les jeunes jusqu'à 21 ans. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça concerne quelques milliers de jeunes, donc ça, c'est positif. Alors, néanmoins, les associations concernées ont trouvé que ça aurait dû être obligatoire jusqu'à 21 ans. Ça n'est qu'une contractualisation, ça ne va pas assez loin. Manque d'ambition, vous pensez aussi ? C'est facultatif, c'est à la main des départements aussi. Donc beaucoup de départements ont dit oui, ça sera pour tous les jeunes jusqu'à 21 ans, parce qu'à 18 ans, c'est des gamins, on ne peut pas les laisser tout seuls. Voilà, donc c'est pour ça, c'est la difficulté de la stratégie, c'est que le gouvernement peut avoir de très bonnes idées, de bonnes intentions, mais soit il met énormément d'argent, et dans ce cas-là, tout le monde y va, soit il n'a pas suffisamment d'argent pour que ce soit incitatif, et donc les départements disent bah oui, on va faire un peu, voilà, ou pas tout à fait. Alors, voilà, c'est aide à l'enfance, une bonne chose à confirmer. Quoi d'autre, oui, c'est bien. Il y a ce qui avait été très médiatisé. Alors, c'est les petits déjeuners, mais c'est peut-être un peu plus anecdotique. Mais ce qui me paraît très important, moi, c'est l'idée d'avoir des restaurants scolaires qui offrent un repas pour 1 euro pour tous les enfants. Et en fait, dans toutes les grandes villes, il y a un tarif progressif, c'était le cas à Bordeaux, et donc le repas coûte 50 centimes pour les familles les plus pauvres, jusqu'à 4 ou 5 euros pour les autres. Voilà. Mais dans beaucoup de villes pauvres, ou de villes, de petites villes, où il n'y a pas ce système qui est un petit peu complexe à gérer, qui coûte cher en plus aux municipalités, donc c'est tarif unique. Et donc, tarif unique, ça veut dire que les familles pauvres n'y vont pas. Donc l'idée d'avoir un repas à 1 euro est bonne, mais ça veut dire que là, c'est commune par commune qu'il faut contractualiser. Donc effectivement, il y a un fonds par lequel l'État abonde et donne, je crois que c'est 2 euros par repas, mais bon, ça veut dire que la commune fait un effort financier supplémentaire, et du coup que la famille n'a plus qu'à payer 1 euro. Donc ça, c'est très très bien. Mais voilà, on est en attente de ce que ça va donner à la rentrée sur 15 000 communes.
Donc tout ça, voilà, tout ça, c'est du travail très très fin de contractualisation avec les partenaires, avec les collectivités territoriales, qui ont envie ou pas envie, qui ont les moyens ou qui n'ont pas les moyens. Donc voilà, donc les résultats ne seront pas visibles immédiatement. Et de même pour la politique des crèches, il y a eu une politique assez volontariste avec la volonté de créer quelques milliers de places de crèches, de créer des crèches qui sont en même temps des lieux d'insertion pour les mamans. C'est très très intéressant ça, c'est sur le même lieu, la crèche et l'association de formation ou l'entreprise d'insertion qui prépare les mamans donc à retrouver un travail, à se requalifier, etc. Bon, il y en a quelques-unes, notamment les apprentis d'Auteuil font ça très très bien. Voilà, il faudrait les multiplier, mais une crèche, c'est un financement croisé entre la caisse d'allocation familiale, donc l'État, la collectivité locale. Donc encore une fois, il faut que la collectivité locale soit volontaire et s'engage. Voilà. Donc ce sont des politiques publiques qui sont très très morcelées et donc voilà, ça rend du coup la stratégie pauvreté plus compliquée, plus longue à mettre en place et peut-être moins visible dans ses effets immédiats. Alors, une bonne démarche qui met du temps à se mettre en place, on a bien compris. Néanmoins, quand on regarde l'ensemble de la politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis des plus exclus, est-ce que le compte y est ? On a eu la baisse des APL, on a eu la suppression de beaucoup d'emplois aidés, on a maintenant la réforme de l'assurance chômage. Est-ce que vous trouvez que le curseur est au bon endroit ? Alors, ça c'est le sujet, c'est qu'il y a un problème de cohérence globale. Effectivement, je pense que certains au gouvernement pensent qu'à partir du moment où on a une stratégie pauvreté, on est quitte, tout va bien. Non, on est loin, loin, loin du compte parce que justement la question de la pauvreté, c'est une question systémique. Donc les gens, ils ont en même temps des difficultés de revenus, donc ils ne mettent pas leurs enfants au restaurant scolaire. Ils ont des difficultés d'accès à la formation professionnelle, des difficultés d'accès au logement, des difficultés d'accès à l'emploi, des minima sociaux qui sont insuffisants, etc. Donc ils ont un ensemble de problèmes. Et si on règle un petit problème d'un côté, mais que par ailleurs on n'a pas une politique cohérente, par exemple sur la question du logement, qui permet d'accéder plus facilement à du logement social, les effets s'annulent. On a une grosse inquiétude, effectivement, sur la réforme de l'assurance chômage. La CFDT, qui est un syndicat en général assez sérieux, dit qu'il y a autour de 450 000 personnes qui pourraient du coup sortir de l'assurance chômage et donc revenir au RSA. Le RSA, pour une personne seule, c'est 500 €, autour de 500 €. Donc c'est retour à la misère. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement inquiétant. On n'a pas encore analysé finement toute la nouvelle politique d'assurance chômage. Mais si c'est la catastrophe annoncée par les syndicats, c'est dramatique. Ça anéantit tous les efforts faits par ailleurs sur une stratégie de lutte contre la pauvreté, bien évidemment. C'est pour ça qu'il y a vraiment, de notre part, et c'est pour ça qu'on a signé ce pacte avec des associations environnementales, des associations de lutte contre la solidarité. Ça, c'est le pacte dont vous parlez, c'est le pacte qui a été signé notamment avec la CFDT, voilà. Avec également les associations écologiques. Voilà. Donc durant le grand débat, c'était un peu votre contribution aussi à la façon dont il fallait sortir de la crise. Parce qu'en fait, on se voit, on se parle avec les associations, par exemple, de protection de l'environnement, avec la Fondation Nicolas Hulot. On a l'habitude de se parler sur certains sujets, avec les syndicats aussi. Et là, on s'est dit, ce serait quand même bien de faire une alliance un peu visible pour justement envoyer ce message au gouvernement qui est de dire tout est lié. Ne pensez pas qu'une politique dans un coin qui va lutter contre la pauvreté, offrir des petits déjeuners à des enfants, ça suffira. C'est très très bien, voilà, il faut le faire peut-être. Mais si par ailleurs on n'a pas une vision globale, systémique, si les politiques publiques ne sont pas cohérentes, ça va jusqu'à la question de la fiscalité. On a posé dans le grand débat la question, on a reposé la question de la TVA par exemple sur les biens de première nécessité, parce qu'on sait très bien que la TVA est un impôt très injuste. Voilà. On a dit, là, on a une petite différence d'appréciation avec Emmanuel Macron et le gouvernement dans le grand débat. Le gouvernement a entendu, on veut plus d'impôts. Nous, on n'a pas entendu ça. On a entendu, on veut des impôts plus progressifs. Donc il y a encore une petite marge de manœuvre, sans doute, sur des très hauts revenus, où on peut encore avoir une petite augmentation de la fiscalité, mais c'est sûr que sur les familles les plus précaires ou les familles modestes, oui, il faut arrêter. Mais c'est un petit peu différent. On veut plus de progressivité dans l'impôt. Nous, on n'a pas entendu plus d'augmentation de la fiscalité. Alors, la fiscalité est un levier très important dans les réformes, évidemment.
Il y a la fiscalité, il y a les revenus. Vous, Secours catholique, vous plaidez pour un RSA revalorisé à 850 euros. Est-ce que vous êtes d'accord avec les syndicats là-dessus, puisque vous travaillez ensemble dans le pacte social et écologique ? Et puis, que portez-vous dans cette réforme du revenu universel d'activité, là, qui va être une grande réforme ? Oui, qui est un grand débat. Alors, sur le RSA, oui, aujourd'hui, on va prendre une personne seule, parce que c'est plus facile à comprendre. Une personne seule a le droit, alors, si elle est logée, si elle a la chance d'avoir un logement, elle a moins de 500 euros, elle a 490 euros. Voilà. Donc, nous, on dit, enfin, c'est pas nous, c'est les gens qui sont dans cette situation disent, c'est pas un revenu digne, c'est un revenu de survie. Quand on a ce niveau de revenu, on est dans la survie, donc on passe son temps à courir d'une administration à une autre pour demander une petite aide pour une facture d'électricité, pour avoir une aide alimentaire, pour chercher à tel Lidl à l'autre bout de la ville les promotions, etc. Donc, et on est dans une insécurité. Les gens disent on a la tête qui explose ou on a la tête vide. Enfin, ils ont des expressions quand même très très fortes pour dire c'est tellement insécurisant qu'on ne peut rien faire d'autre, et notamment, on n'est pas du tout disponible pour chercher un vrai boulot, quoi. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut un triptyque, qui est un triptyque vertueux, en disant un revenu digne. Un revenu digne, c'est le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, aujourd'hui, pour une personne seule, donc 50% du revenu médian, c'est 850 euros. Donc il faut qu'on vise ça, le seuil de pauvreté, avec un accompagnement social renforcé. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont le RSA ne voient pas un travailleur social avant 6 mois ou 1 an. Et donc, ils s'installent dans des habitudes de survie, ils commencent à perdre confiance en eux, à perdre toutes leurs relations, à être devant leur télé, à rien faire. Donc ça, c'est dramatique. Donc, tout de suite, dans la semaine qui suit leur entrée au RSA, il faut qu'ils aient contact avec une assistante sociale et quelqu'un qui va faire un accompagnement et les voir toutes les semaines et travailler sur tous les freins à l'emploi, la qualification professionnelle, les mettre dans une dynamique. Et puis, troisième point du triptyque, faciliter le retour à une activité. Voilà. Que ce soit un temps partiel, que ce soit, pourquoi pas, une activité bénévole si c'est choisi, mais là, il faut qu'on en reparle parce qu'il ne faut pas que ce soit contraint. Enfin, quelque chose qui me remette dans la vie sociale, qui fait que je me sens utile et que j'ai envie d'avancer. Donc, c'est ce triptyque qu'il ne faut pas dissocier. Est-ce que ce triptyque que vous nous décrivez là, il est compatible avec la politique annoncée, ce n'était pas une surprise, mais annoncée par Emmanuel Macron, qui est de remettre de la flexibilité sur le marché du travail? Mais les gens, ils demandent de revenir sur le marché. Ils demandent que ça. Ils demandent que ça, de travailler. Et je pense que ça serait un investissement, un bon investissement à moyen et long terme, de dire on leur donne un peu plus d'argent au moment où ils sont sans travail pour qu'ils retrouvent plus vite du travail. Et effectivement, qu'ils aient après une protection s'il y a des entrées et sorties. C'est toute la question de l'assurance chômage. C'est la philosophie est opposée à celle qu'on entend souvent. C'est-à-dire plus on donnera d'argent, plus les gens ne seront pas incités à rechercher du travail. Alors ça, les gens qui disent ça ne connaissent pas la réalité de la pauvreté. Parce que quand on entend les personnes pauvres, elles disent « Bon, moi, mon plus grand rêve, c'est de retrouver du travail pour être comme tout le monde. » Juste pouvoir dire à mes enfants, c'est moi qui t'ai payé la colonie de vacances, c'est moi qui t'ai payé ton ballon de foot, ton inscription au foot, et j'ai pas été obligée de demander à l'assistante sociale si elle voulait bien payer le club de foot parce que je trouve que ça fait du bien, mais bon, au prix où c'est, je peux pas. Voilà. Donc les gens, ils ont juste envie d'avoir une vie normale, d'avoir un travail, d'avoir des relations sociales, de dire qu'ils sont utiles à la société. C'est l'idée de la contribution, montrer qu'ils contribuent à la société. Alors il peut y avoir des moments où on a un travail, des moments où on est sans travail et on est indemnisé. Bon, mais quand le moment où on est sans travail dure des années et des années, finalement, on se considère soi-même comme un déchet. Et le pape nous parle assez souvent de cette culture du déchet. On se considère comme un déchet. Il faut voir comme les gens sont détruits par le non-travail quand il dure des années. On participe à cette belle expérimentation des territoires zéro chômeur de longue durée avec ATD Quart Monde et d'autres associations. Donc l'idée, c'est de dire nul n'est inemployable et toute personne a des talents. Elle a des envies, elle a des rêves, elle a des savoir-faire. Et on l'expérimente sur 10 territoires. Il y a 800 emplois en CDI qui ont été créés. Et on voit que les gens sont transformés parce qu'ils se sentent utiles, ils se sentent insérés dans une collectivité, celle de leur entreprise. Et ce sont des travaux utiles pour le territoire, d'aide aux personnes âgées, de ressourcerie, de nettoyage
des rivières, de préparation de la saison touristique, etc. Donc des choses qui font du bien au territoire, qui économiquement vont recréer de la ressource et de la dynamique économique dans le territoire. Et là, ça se fait en rendant actives des dépenses passives. Donc c'est en termes macroéconomiques, pour l'économie française, c'est à somme nulle, puisque ce qui était payé en indemnité de chômage, d'allocation handicapée, devient un salaire. Voilà. Donc il y a des belles expériences qui montrent que c'est possible. C'est possible. Une dernière question très courte de Nathalie Birchem. Il y a une réforme qui est très importante qui va se mettre en place, c'est celle du revenu universel d'activité, qui consisterait à fusionner plusieurs aides. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, on avait demandé, c'est vrai, un revenu plus simplifié qui regroupe plusieurs types de minima sociaux, parce qu'on en a toujours une petite dizaine de minima sociaux, donc plus personne ne s'y retrouve, effectivement, et surtout qui soit automatique, avec plus d'automaticité. D'ailleurs, dans la stratégie pauvreté, il y a une bonne réforme aussi, c'est que la couverture maladie va être automatique pour les gens qui ont le RSA. C'est déjà bien, ils pourront se soigner. On pourrait aussi imaginer que les revenus minima sont automatiques et qu'on vérifie a posteriori, parce que bien sûr, il faut du contrôle, mais pas laisser les gens 3-4 mois sans rien, leur donner le revenu et contrôler après, on aurait moins de non-recours. Donc tout ça, c'était une bonne intention. Après, finalement, l'idée du gouvernement, et ils n'ont pas l'air de sortir de là, c'est qu'on va fusionner simplement le RSA et les allocations logement. Donc nous, les associations ne sont pas d'accord, parce que c'est un peu des choux et des carottes. Donc on ne voit pas l'intérêt, sauf d'aller piocher dans la manne des 17 milliards de l'allocation logement en se disant, ben là, il y a peut-être 2-3 milliards à récupérer, mine de rien, voilà. Donc c'est une simplification quand même à minima. Bon, ça n'a pour l'instant pas grand-chose d'universel. Le mot universel est un peu galvaudé. Bon, ce qui serait un progrès, ce qui semble s'annoncer et qui serait positif, c'est l'ouverture aux jeunes. Alors à partir de 18 ans, sans doute, ou peut-être de 20 ans, j'en sais rien, c'est encore à débattre, mais d'ouvrir le RSA aux jeunes, parce que les jeunes, ils vont beaucoup pâtir de la réforme de l'assurance chômage, puisqu'il faut travailler maintenant 6 mois dans les derniers 24 mois, et souvent un jeune, quand il a réussi à travailler 3-4 mois, c'est déjà bien, donc lui, il va se retrouver sans rien s'il n'y a pas le RSA, voilà. Et puis, on a un débat de fond sur l'activité, parce qu'on sent qu'il y a une volonté d'imposer une activité assez feignant, voilà, c'est ce qu'il y a dans l'opinion publique qui touche le RSA. Et nous, on dit on ne peut pas imposer ça à des gens, on ne peut pas imposer quoi que ce soit quand on donne 500 € par mois. Et je ne parle même pas de la revalorisation sur laquelle le gouvernement oppose une fin de non-recevoir. Merci Nathalie Birchem. Nous marquons une deuxième pause dans cette édition de Face aux chrétiens et nous retrouvons dans un court instant notre invitée Véronique Fayet. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour la dernière partie de Face aux chrétiens avec notre invitée Véronique Fayet, présidente du Secours catholique. Elle est interrogée par Romain Mazneau de RCF. Bonjour Véronique Fayet. Bonjour. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, ils sont nombreux, y compris dans l'Église, que la solidarité c'est très bien, mais qu'il faut commencer d'abord par les Français les plus pauvres et peut-être ne pas accueillir, comme le dit l'expression d'usage, toute la misère du monde? Alors, ces Français qui sont très, très fermés à l'accueil des étrangers, d'abord, ils ne sont pas très nombreux. On les entend énormément. Nous, on a mené une enquête très approfondie l'année dernière. Alors, sur la sphère catholique, mais c'est quand même plus de la moitié de l'opinion publique française, hein, donc c'est quand même très, très représentatif. Et on a eu une bonne surprise parce qu'on a vu qu'il n'y avait que 15% des gens qui étaient vraiment très, très fermés à l'accueil des migrants. Tous les autres, alors, sont soit très enthousiastes, donc ceux-là, il n'y a pas besoin de les convaincre. Mais 2/3 de la population catholique est ce qu'on appelle ambivalent. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens, ils ont envie d'accueillir. Et d'ailleurs, ils le montrent, parce que tous ces gens-là, presque tous, font des gestes concrets. Soit ils donnent un peu d'argent à une association, soit ils ont accueilli dans leur paroisse, soit ils ont manifesté leur solidarité. Enfin, donc, ils font des petits gestes concrets, donc ils ont envie d'accueillir, mais en même temps, ils ont peur. Parce qu'on leur déverse un discours absolument paniquant, on leur parle de vagues migratoires, de tsunamis, de grands remplacements. Enfin, il y a un vocabulaire qui est très, très angoissant. Et ils sont eux-mêmes dans une situation pas forcément confortable, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs enfants, au point de vue économique, au point de vue de leur avenir. Donc, ils ont des peurs. Et donc,
Nous, on a pris ça comme une très bonne nouvelle en disant il y a quand même 2/3 des catholiques qui sont prêts à changer leur point de vue si on leur en donne les moyens. Et nous, au Secours catholique, on a un moyen très simple, c'est la rencontre. Voilà. La pédagogie de la rencontre. Et on le constate, et ça s'est vérifié partout en France, pas que au Secours catholique, quand les gens sont en proximité avec des migrants, dans une relation amicale, le regard change complètement. On l'a vu dans tous les petits villages qui ont bien voulu accueillir des centres d'accueil d'urgence, des centres d'accueil, des CAO, je ne sais plus comment c'était, après le démantèlement de Calais, par exemple, quand il y a eu des maires qui ont dit, bon ben ok, un peu forcé par le préfet, on joue le jeu, on va ouvrir un centre d'accueil chez nous. Quand le maire a accompagné la population, que la population a accompagné le maire, le scénario est le même partout. Il y a des craintes au départ et au bout de 6 mois, les gens sont très, très accueillants, très généreux. J'ai encore eu un exemple cette semaine de 2 familles albanaises qui sont arrivées en Lozère. Ça se passe merveilleusement. Ils ont du boulot, tout va bien à l'école. Voilà, il y a eu des craintes au départ. Donc il faut... Et ce qu'on entend beaucoup, malheureusement, qui crient très fort et un peu méchamment, c'est les 15% qui sont contre. Mais ne nous focalisons pas là-dessus, les Français sont très généreux. Et quand vous voyez un épisode comme celui du Sea-Watch 3, donc ce navire humanitaire qui a débarqué à Lampedusa avec l'arrestation de la capitaine accusée notamment d'aide à l'immigration clandestine, est-ce que vous dites qu'il y a quand même des associations humanitaires qui jouent un jeu trouble avec les filières de passeurs? C'est une réalité ? Non, alors là, non, il faut arrêter d'accuser les organisations humanitaires de faire le jeu des passeurs, parce qu'on pourrait dire ça au Secours catholique et franchement, ça serait indigne. Non, mais ce qui se passe là, et ce qu'on a vu très clairement dans l'histoire du Sea-Watch, c'est qu'effectivement, l'hospitalité n'est plus une valeur politique. Et ça, c'est extrêmement grave. Et c'est pas que depuis cet épisode du bateau, ça fait quelques mois et quelques années, où les grands élus, à part Madame Merkel, quand elle a eu ce geste d'accueil qui a été difficile à vivre après pour son pays, mais l'hospitalité n'est plus une valeur politique, c'est-à-dire qu'aucun pays ne dit « bon, ok, j'accepte, on va mettre les choses à plat, on va ouvrir un grand débat, on va accueillir un certain nombre de migrants dans certaines conditions, avec des contraintes, etc. » Et en face de cette réalité-là, parce que dans l'épisode du bateau, il y a eu un silence assourdissant du gouvernement français, quand même. Il n'y a pas de quoi être fier. Pour 50 migrants, franchement, il n'y a pas de quoi être fier. Voilà. Et à l'opposé de ça, il y a une hospitalité très forte, qui est une réalité pour des milliers de personnes en France et en Europe, en Italie, en Grèce. Je ne parle pas de l'accueil que la population, contrainte et forcée, à Lampedusa ou ailleurs, réserve. Donc il y a cette espèce de hiatus et cette incapacité pour l'instant des gouvernements européens, même si on en a un petit peu parlé dans la campagne électorale, cette incapacité à poser les choses et à élaborer une politique commune d'accueil. En France, il y a beaucoup de campements encore. Est-ce que vous jugez que l'action des pouvoirs publics, la politique d'accueil ou d'accompagnement des migrants est une honte en France? Elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être? C'est sûr qu'à Paris, dans les quartiers nord de Paris et autour de la porte de la Chapelle, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller récemment, mais on a des équipes qui y sont très présentes. Je crois que c'est vraiment ignoble. C'est innommable. On ne peut pas laisser des familles, des enfants dans ces conditions d'accueil. Donc là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Les associations ont interpellé encore et encore le Premier ministre, la mairie de Paris, tout le monde. Donc il y a un minimum. Nous, ce qu'on dit, on n'a jamais dit qu'il fallait accueillir toute la misère du monde. On confond souvent les discours. Nous, on dit ceux qui sont là, qui sont arrivés à pied, en bateau, etc. Il faut les accueillir. D'ailleurs, c'est dans la Convention de Genève. On n'a pas le droit de les refouler. De refouler le bateau, c'est contraire à la Convention de Genève. Refouler les hommes et les femmes qui passent la frontière à Briançon, au col de Montgenèvre, comme on le voit tous les jours, les refouler sans leur demander d'où ils viennent ni qui ils sont, c'est contraire à la Convention de Genève. Donc ce qu'on dit, c'est on applique le droit international, on accueille les gens, on se pose, on leur donne l'occasion de se poser dans des bonnes conditions, pour voir quel est leur projet.
Quel est leur projet migratoire? Peut-être qu'ils ont envie de partir aux États-Unis, peut-être qu'ils ont envie de partir en Suède, peut-être qu'ils sont prêts à retourner dans leur pays si on les aide. Ils ont un projet de vie. Là, pour l'instant, ils sont ballottés parce que Dublin les ballotte et que voilà, ils sont ballottés et qu'on se les refile d'un pays à un autre. Donc c'est indigne et totalement inefficace. Surtout. Le gouvernement veut savoir qui se trouve dans les centres d'hébergement d'urgence et il demande au 115 de transmettre la liste des réfugiés au ministère de l'Intérieur. On se souvient qu'il y avait eu la polémique avec la circulaire Collomb il y a 1 an et demi. Est-ce que vous êtes prêt à monter à nouveau au créneau et à dénoncer cette mesure si elle se confirme? Ah oui, ça va certainement repartir parce que c'est totalement incohérent. Le 115, c'est pour mettre les gens à l'abri, des gens qui sont dans la rue. Et on est en panne de place. Il y a des milliers de personnes, non seulement en région parisienne, on en parle beaucoup, mais à Toulouse, à Bordeaux, qui sont encore à la rue, des femmes et des enfants. Donc le 115, c'est fait pour mettre les gens à l'abri. Donc si on les met à l'abri en leur disant à l'entrée, donnez-moi votre carte d'identité parce que demain matin, la préfecture va venir vous cueillir au réveil pour vous emmener dans un centre de rétention ou ailleurs, c'est plus la peine. C'est plus la peine de faire des centres de mise à l'abri et c'est plus la peine d'avoir un 115. Voilà. Donc à un moment donné, il faut une cohérence. On ne peut pas mélanger, on ne peut pas demander à des travailleurs sociaux de transférer des fichiers à la police. Par contre, on peut trouver des collaborations intelligentes peut-être. Une fois que les gens sont à l'abri, une fois qu'ils sont un peu sécurisés, non plus avec une nuit, parce que le 115, vous avez le droit à une nuit, 2 nuits. Donc si pour 2 nuits, vous savez le prix que vous avez à payer et le risque d'être conduit en centre de rétention, vous n'irez plus jamais. Par contre, quand les gens sont dans un centre d'hébergement de manière un petit peu durable, qu'on examine la situation en lien avec les services de l'État, ça peut être légitime. Et ça peut se faire intelligemment, et ça peut se faire intelligemment dans l'intérêt des personnes et dans l'intérêt des migrants. Alors, un autre sujet, c'est l'écologie. Il y a 4 ans, le pape François signait l'encyclique Laudato Si sur la protection de la maison commune. Est-ce que vous avez l'impression que les chrétiens se sont suffisamment convertis, selon le mot du pape François, à la cause écologique ? Moi, je trouve que ça bouge. Bon, je suis plutôt optimiste, mais je trouve que ça bouge. Par exemple, les manifestations des lycéens, je trouve que c'est magnifique. Ça fait bouger non seulement les lycéens, mais ça fait bouger les parents. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Et nous, ce qu'on essaie de transmettre dans la lignée du pape François qui disait à longueur de page dans Laudato Si, tout est lié. La clameur des pauvres et la clameur de la terre, c'est les deux en même temps. Et donc, nous, on essaye de faire comprendre qu'effectivement, la question sociale et la question de la justice climatique sont étroitement liées. Je donne un exemple très concret sur la question de la précarité énergétique et des passoires énergétiques. Il y a des millions de personnes qui vivent dans des logements qui sont mal isolés. Et donc, quand vous avez les moyens de payer des factures exorbitantes, tant mieux pour vous, mais tant pis pour la planète. Voilà. Mais quand vous êtes pauvre, vous choisissez, vous avez à choisir entre manger et vous chauffer, par exemple. Voilà, c'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux. Donc, oui, il y a des gens, ou alors vous avez des factures exorbitantes, vous êtes obligé d'aller quêter auprès des services sociaux ou du secours catholique pour avoir votre facture. Donc, c'est un problème très grave. Et là, on a une expérimentation et puis on suit ça de très très près. Quand vous réhabilitez un logement pour une famille pauvre, c'est excellent pour elle. C'est une sociabilisation qui recommence, c'est des mamans qui nous disent « Ah je vais de nouveau pouvoir accueillir mes enfants qui sont étudiants », c'est un petit garçon qui dit à son papa « Ah c'est bien, on n'aura plus une maison de pauvres ». Donc c'est bon pour la famille, c'est bon pour sa facture d'électricité. Là, il y avait un exemple que j'ai visité où il y avait des factures de 200 ou 300 euros par mois, insupportable, et maintenant ça va être avec un poêle à bois 400 euros par an. Donc, c'est bon pour la famille, c'est bon pour la planète et c'est bon pour l'économie générale parce que ça crée de l'emploi dans le bâtiment, etc. Et pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi on ne le fait pas ? On se le demande. Là. Il y a quelques jours, on a mené un plaidoyer, on a tenté dans le débat parlementaire de faire passer un amendement pour interdire la relocation des passoires énergétiques. Voilà. L'amendement n'est pas passé, c'est quand même regrettable. On avait une très belle occasion d'envoyer un signal très très fort aux propriétaires en disant... Au moment de la relocation, vous faites des travaux. En plus, il y a plein d'aides, il y a plein de subventions pour faire les travaux. Donc là, il y a un sujet en or qui est bon pour tout le monde et dont le gouvernement, pour l'instant, ne se saisit pas avec beaucoup de volontarisme. L'Église traverse une période très difficile avec les abus sexuels sur mineurs, notamment. Est-ce que vous avez l'impression que les décisions qui sont prises par la Conférence des évêques de France à Rome sont à même d'apaiser la colère et de réparer l'Église ?
Alors, il y a eu de bonnes décisions, oui, sur la question des abus sexuels. Je pense qu'en France, avec la commission Sauvé, avec dans différents diocèses, les évêques ont pris la mesure du drame. On n'a pas fini de voir sortir des affaires, donc notre Église, elle est vraiment très, très affaiblie et très humiliée, donc elle va revenir à de l'humilité. Hein. C'est jamais mauvais d'être un peu humilié, parce qu'on devient humble, et notre Église, elle a besoin de redevenir humble. On doit rappeler que le cœur de l'Église, c'est aussi le service des pauvres. Hein, c'est ce que fait le Secours catholique. Le service des pauvres, c'est important. Mais il y a un deuxième sujet auquel il faut s'attaquer, parce que dans sa lettre au peuple de Dieu au mois d'août 2018, le pape, il parle des abus sexuels, des abus de pouvoir. Et là-dedans, il dit, ça s'appelle le cléricalisme. Voilà. Et donc ça, c'est le sujet qui est devant nous maintenant. Et on a un certain nombre de mouvements, une trentaine de mouvements, avec le CCFD, la DCC, très, très Comment variés. on fait concrètement pour lutter contre le cléricalisme ? Eh bien, on se met en dialogue avec les clercs. Hein, c'est pas les laïcs contre les clercs. On se met en dialogue avec les clercs, avec les évêques. On regarde d'abord chez nous, parce que le cléricalisme peut toucher les laïcs. Par exemple, dans une association comme la nôtre, on peut avoir des prises de pouvoir, on peut avoir des personnes en surplomb par rapport aux personnes en pauvreté. Donc, comment on met les plus pauvres dans notre gouvernance? Nous, Secours catholique, on y réfléchit. Donc, le cléricalisme, ça se travaille dans toutes les instances, laïques ou cléricales, et ça se travaille avec l'Église et dans notre Église pour que les laïcs soient plus entendus. En fait, moi, j'ai retenu ça l'autre jour d'une synthèse que nous a fait la Croix sur un début de synthèse sur Réparons l'Église. Les catholiques disent « écoutez-nous ». Voilà. Et donc, ce débat, il est devant nous, mais je pense qu'il va être très fécond et que d'un mal très, 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 très grave et très douloureux peut sortir un bien. Et très court, mais j'avais commencé cette émission par vous poser une question sur votre rôle de femme à la tête d'une grosse association. Femmes dans l'Église aussi, c'est un dossier qui doit évoluer. Les femmes n'ont pas actuellement suffisamment leur place. Bien sûr, oui. Alors ça fait partie de cette question du cléricalisme et du pouvoir, parce que c'est le pouvoir des clercs et des clercs masculins. Et voilà, effectivement. Et dans certaines paroisses, on constate que la place des femmes ou la place des petites filles, il y a beaucoup de paroisses maintenant où les petites filles ne peuvent plus être enfants de chœur. C'est absurde, quoi. Il y a 10 ans, c'était normal, ça choquait personne. Maintenant, elles n'ont plus le droit d'être enfants de chœur. C'est des petits détails comme ça qui montrent qu'on pourrait peut-être même revenir en arrière. Donc là, la place des femmes est bien sûr un sujet central dans cette question de l'abus de pouvoir, du cléricalisme et d'une réforme en profondeur de l'Église. Merci beaucoup à notre invitée Véronique Fayet, présidente du Secours catholique. Face aux chrétiens s'arrête pour l'été, mais vous pouvez retrouver cette émission sur les sites de KTO, de la Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. Un remerciement tout particulier à toute l'équipe de KTO et aux techniciens qui ont permis toute cette saison la diffusion de cette émission. Merci en tout cas à vous de votre fidélité et bon été.